Bonjour à tous, je suis Pierre du Ciné-Club La Grotte Chaude et aujourd'hui je vais vous emmener à Londres parce que j'ai décidé d'aller voir le remake de Toxic Avenger au mythique Prince Charles Cinema. Mais avant de parler de la nouvelle version, on va analyser ensemble tout ce qui a fait que ce héros est devenu culte. On va se replonger dans l'univers complètement dingue de Troma et l'histoire de son héros déglingué. On va parler du film de 1984, de ses suites, de la comédie musicale et bien sûr du fameux remake. Alors accrochez-vous, c'est parti. Alors avant de plonger dans la saga Toxic Avenger, il faut poser les bases. Parce que sans Troma, pas de Toxi. Troma Entertainment, c'est un studio indépendant né en 1974 à New York, fondé par deux types qu'on n'aurait jamais imaginé là-dedans, Lloyd Kaufman et Michael Hirst. Lloyd Kaufman, c'est un mec qui a fait Yale, qui a bossé sur des films hyper respectés comme Rocky ou La Fièvre du samedi soir, et qui, un jour, a décidé de virer définitivement vers un style de cinéma plus déjanté. À ses côtés, Michael Hirst, c'est un avocat diplômé de la NYU School of Law. Bref, on a un intello de l'Ivy League et un juriste qui s'associent pour créer l'antithèse d'Hollywood. L'idée, c'était de faire tout ce que les gros studios refusaient. Des films tournés à la main, sans stars, sans pognon et surtout sans aucune barrière de bon goût. Leur philosophie, c'est le do-it-yourself pur et dur. Des budgets microscopiques, du gore bricolé avec 3 bouts de latex, de l'humour noir bien crade et une satire sociale qui tape sur tout le monde, le capitalisme, la pollution, la malbouffe, les inégalités, la religion, bref, rien n'est intouchable. Au tout début, Troma fait surtout des comédies olé olé et bien potaches. Des trucs comme Squeeze Play, sorti en 1979, une histoire de baseball féminin pleine de petites scènes osée, ou encore Waitress, sorti en 1981, qui est une satire sur les serveuses new-yorkaises. Mais c'est en glissant peu à peu vers l'horreur parodique qu'ils trouvent leur vraie patte et leur public le plus fidèle. Et dans ce rayon, c'est en 1984 qu'ils explosent à la face du monde avec le premier Toxic Avenger. À partir de là, Troma balance une rafale de films gore improbables qui deviennent cultes. En 1986, on a Class of Nukem High et on y découvre une école contaminée par des déchets nucléaires où les élèves deviennent des mutants punk. Le truc a tellement marqué qu'il a eu droit à plusieurs suites et même un reboot en 2013, toujours avec ce mélange de gore, de punk et de satire sociale. Personnellement, j'ai une sympathie toute particulière pour la version de 2013 et si vous l'avez pas encore vue, je vous recommande d'y jeter un œil. En 1988, ils sortent Troma's War, une parodie hallucinée des films d'action à la Rambo, assumé jusqu'au bout. Dans les années 90, Troma enchaîne avec un nouveau héros culte, le sergent Kabuki Man, un flic new-yorkais qui se transforme en super-héros version kabuki japonais. C'est vraiment très cool et en vrai, ce serait sympa que lui aussi ait droit à un remake ou même à une suite. Et puis, en 1996, arrive le génial Romeo and Juliet, une adaptation trash de Shakespeare avec du gore et des délires visuels improbables. Et c'est d'ailleurs ce film qui lance James Gunn, le même James Gunn qui finira par réaliser Les Gardiens de la Galaxie et Superman. Enfin là, à l'époque, il était juste co-scénariste, mais on sent quand même sa patte. À la fin des années 90, on a Terror Firmer qui sort en 1999 et c'est un film méta qui raconte un tournage Troma perturbé par un tueur et c'est bourré d'autodérision et de clins d'œil à tout leur univers avec des apparitions des Français Edouard Baird et Ariel Wiesman. C'est un peu la Cité de la Peur version Troma. Et puis en 2006, ils sortent Poultrygeist Night of the Chicken Dead, une comédie gore dans un fast-food construit sur un cimetière indien. Là, ils s'attaquent à la malbouffe et au capitalisme avec du sang, du vomi et toutes sortes de tabous explosés en plein écran. Mais Troma, c'est pas seulement leur propre film. C'est aussi une boîte de distribution qui récupère des bizarreries inclassables, des films d'horreur cheap ou des nanars oubliés, histoire de leur redonner une seconde vie sur le marché de la vidéo et maintenant du streaming. Grâce à eux, plein de petites pépites ont pu émerger comme Cannibal the Musical par les créateurs de South Park ou encore Death by Temptation, un film où un tout jeune Samuel L. Jackson fait face à une succube. Lloyd Kaufman, toujours à la barre à plus de 70 ans, est devenu une légende. Personnellement, j'ai eu la chance de le rencontrer 3-4 fois et il est super sympa et en plus, il parle français. Bonjour tout le monde!
Et salutations de Tromaville. Je suis Lloyd Kaufman, le créateur de Toxic Avenger. Bonne nouvelle, Return to Nukem High, volume 1, va être présenté au club Grotte Chaude. Club Grotte Chaude. Le Cinéma Club, c'est super, n'est-ce pas? Oui, c'est super. Le Grotte Chaude Cinéma Club. Wow. Oh là là! À côté de sa carrière de producteur et de réalisateur, il a écrit plusieurs bouquins comme Make Your Own Damn Movie où il explique comment produire son film sans un rond. Et puis, on l'a vu, il a inspiré et pris sous son aile des cinéastes comme James Gunn ou encore Eli Roth et Trey Parker et Matt Stone. Et aujourd'hui, Troma, c'est devenu une véritable communauté. Dans le monde entier, il y a des fans fidèles qui adorent ce cinéma libre, provocateur et complètement barré. En 50 ans, ils ont traversé toutes les modes, défié toutes les normes et prouvé qu'on pouvait rester indépendant sans jamais plier devant le système, et ça, c'est beau. Bref, je vous l'ai dit, sans trauma, pas de toxi, et justement, on va maintenant s'attaquer à ses débuts sur grand écran. Pour le premier Toxic Avenger, à la base, Lloyd Kaufman voulait faire un pur film d'horreur, un truc plutôt sérieux. Mais en cours de route, ça a dérapé et c'est devenu cette espèce de parodie super-héroïque complètement dingue. Le tournage a lieu en 1983 dans le New Jersey avec un budget ridicule. Lloyd Kaufman et Michael Herz passent derrière la caméra sur un scénario de Joe Ritter basé sur une idée de Lloyd Kaufman. Et tout de suite, pour planter le décor, on est à Tromaville, New Jersey, une petite ville fictive qui va devenir le terrain de jeu favori de Troma, la capitale mondiale des déchets toxiques. Le héros, c'est Melvin Junko, joué par Mark Torgel, et Melvin, c'est le souffre-douleur ultime, un balayeur rachitique et maladroit qui bosse à la piscine municipale. Il se fait humilier jour après jour par une bande de psychopathes menée par un certain Bozo. Ces types, ce sont de purs tarés et leur passe-temps, c'est un jeu de massacre en bagnole. Ils roulent la nuit pour écraser des passants et se donnent des points en fonction de la victime. Il y a d'ailleurs une scène qui choque encore aujourd'hui puisqu'ils écrasent un gamin en toute détente en rigolant comme des porcs. C'est absolument horrible, mais c'est aussi devenu totalement culte. Évidemment, Melvin finit par être la victime de cette bande de cinglés. Bozo et sa clique le piègent, ils l'obligent à se balader en tutu rose avec un balai, le font embrasser une chèvre, et la honte est telle qu'il panique, saute par la fenêtre et atterrit dans un baril de déchets toxiques. Et là, c'est la transformation. Melvin se met à fondre, à brûler, il court chez lui pendant que sa mère, complètement à côté de la plaque, se dit qu'il a enfin entamé sa puberté. Melvin mute dans la salle de bain et renaît en une créature difforme, verte et dégueulasse, mais doté d'une force surhumaine. Et surtout, d'un sixième sens. Il est attiré instinctivement par le mal. Dès lors, Melvin devient le Toxic Avenger, alias Toxi. Il sauve un flic d'une racaille, il dézingue des braqueurs dans un resto mexicain, et c'est là qu'il rencontre Sarah, une jeune femme aveugle qui tombe amoureuse de lui sans jamais voir sa tronche. Toxi, c'est le monstre qui finit par devenir le héros d'une petite ville, devenant le vengeur difforme, adoré des innocents et des gentils. Et évidemment, il traque ses bourreaux. Là, on a droit à une série de morts cultes et complètement trash. On le voit notamment plonger un bras dans une friteuse, écrabouiller une tête avec des haltères, et il finit même par éventrer le maire corrompu de Tromaville, un type qui ne croit pas aux effets néfastes de la pollution et qui trempe même dans le trafic de déchets. Alors, pourquoi ce film est devenu culte? Déjà parce que c'est du nanar volontaire. On est sur un système D total avec des incohérences hilarante, un gore artisanal qui fait plus sourire que vomir, et surtout une satire féroce. Lloyd Kaufman s'inspire directement des scandales écologiques des années 80, comme l'affaire de Love Canal, une sombre histoire où des déchets chimiques avaient empoisonné des quartiers entiers. Et puis, derrière le fun et le trash, il y a quand même un discours. On pointe du doigt la pollution, la corruption et l'Amérique qui tourne mal. Mais à l'époque, faut bien dire que les critiques ont détesté. Pour eux, c'était trop
gore, trop vulgaire et surtout sans intérêt. Le film sort en avant-première à New York en mai 1984 dans des séances de minuit, et c'est là qu'il trouve son premier public. Les fans de Cinéma Bis se passent le mot, ce film est une dinguerie. En France, il débarque le 29 mai 1985, interdit aux moins de 16 ans et avec un doublage français. Aux États-Unis, la vraie sortie nationale a lieu plus tard, en avril 1986. Le film est projeté dans environ une quarantaine de salles et ça ne rapporte qu'environ 140 000 $ le premier week-end. Alors oui, à l'échelle d'Hollywood, c'est pas grand-chose, mais pour Troma, c'est déjà énorme. Et surtout, ça a suffi à enclencher le phénomène, parce que le vrai tremplin, ça a été la VHS. En 1986, Troma balance Toxic Avenger en vidéo, et là, c'est la révélation. Le film se répand dans les vidéoclubs, passe de main en main, et devient un classique instantané des soirées entre potes. Les jaquettes criardes, le bouche à oreille, ça propulse le film au rang de mythe underground. Sans la VHS, Toxic Avenger serait certainement resté une curiosité obscure. Mais grâce aux vidéoclubs, aux bouche à oreille et, faut bien le dire, à ceux qui ont copié les cassettes de façon totalement illégale, il est devenu totalement culte. Alors oui, aujourd'hui, certaines blagues du film sont un peu rudes. Les stéréotypes sur les aveugles, les insultes qui passent pas toujours très bien, et l'humour est parfois très bas du front. Mais malgré ça, Toxic Avenger, ça reste un défouloir total. Les salauds y meurent tous dans d'atroces souffrances et le monstre difforme devient le héros d'une ville. Et ça a lancé une franchise tentaculaire. On a eu des suites de plus en plus folles, un dessin animé pour enfants, Toxic Crusaders, des comics, des jeux vidéo sur presque toutes les consoles de l'époque, des figurines super cool, bref, Toxie est devenu la mascotte de Troma et leur plus gros succès populaire. Et personnellement, c'est avec la VHS de ce film que j'ai plongé dans l'univers un peu chelou de Troma et il m'a clairement marqué. Ses suites, en revanche, un peu moins. Forcément, avec le succès du premier Toxic Avenger, Troma s'est dit qu'il tenait le bon filon et ils ont décidé de l'exploiter. Et donc, Toxie va devenir une saga à part entière. La première suite débarque en 1989 et elle s'intitule The Toxic Avenger Part 2, toujours réalisée par Lloyd Kaufman, mais cette fois-ci avec un budget un peu plus costaud parce que le film a été financé en partie par des investisseurs japonais complètement fans du premier. Et ça, vous allez voir que ça explique pas mal de choses. L'histoire démarre dans une Tromaville débarrassée du crime, nettoyée de fond en comble par Toxie. Et maintenant, notre héros commence à s'ennuyer ferme. Pas facile d'être un monstre justicier quand il n'y a plus personne à tabasser. Mais forcément, un nouvel ennemi débarque. C'est Apocalypse Incorporated, un conglomérat véreux qui veut transformer Tromaville en décharge à ciel ouvert. Et là, Toxie doit reprendre du service. Le film aligne une galerie de méchants complètement improbable, mais le vrai twist, c'est que Toxie finit par partir au Japon pour retrouver son père, Big Mac Junko. Et attention, il y va pas en avion, il y va en planche à voile. Au Japon, Toxie croise des sumos qui lui enseignent le zen, il affronte des figurants hallucinés et le film prend des allures de voyage psychédélique sans queue ni tête. Et l'idée d'aller tourner au Japon, c'était à la fois une lubie de Lloyd Kaufman et un coup de maître marketing. Les investisseurs japonais étaient tellement fans de Troma qu'ils ont poussé très fort pour que le film soit tourné chez eux. Résultat, on a un film qui est délocalisé, mais qui perd quand même pas mal en énergie par rapport au premier film. C'est moins gore, c'est plus mou, et il y a des baisses de rythme assez notables. Ça reste fun dans le côté absurde, mais beaucoup de fans le considèrent comme un épisode un peu raté, et pour ma part, je dirais que c'est sympa, mais que ça manque quand même un peu de jus. Et comme si ça ne suffisait pas, la même année, Troma enchaîne direct avec The Toxic Avenger Part 3, The Last Temptation of Toxie. Et cette troisième aventure commence un peu comme la précédente, puisque quand ça démarre, Toxie est à nouveau au chômage technique. Parce que, comme il a éradiqué tout le crime, il a plus de boulot. Du coup, il accepte un job chez Apocalypse Incorporated, les méchants du deuxième film. Alors oui, c'est pas un employeur très éthique, mais le truc c'est que Toxie doit payer l'opération des yeux de sa copine Claire. Parce que Claire, la fameuse aveugle, elle rêve de recouvrer la vue. Et là, on entre dans un délire satirique encore plus appuyé, Toxie devient un Toxic Youpi, il porte un costume, une cravate, il a 3 téléphones portables et il joue au squash, mais il finit par réaliser que l'entreprise pour laquelle il bosse est en train d'asservir Tromaville. Et donc, forcément, il va redevenir le héros qu'il était.
Le film est blindé de gags improbables et toujours de satire politique. C'est une critique féroce du capitalisme, un peu lourdingue parfois, mais toujours dans l'esprit Troma. Toxie perd son âme, puis se rebelle, et ça donne un film qui a beaucoup plus de cohérence que le deuxième, mais qui fait quand même toujours pas le figure face au premier. Et après ça, Toxie va faire une pause. Une pause assez longue, puisqu'il faut attendre l'année 2000 pour que Lloyd Kaufman revienne avec Citizen Toxie, The Toxic Avenger 4. Et là, après 11 ans loin des caméras, Toxie va mettre le paquet. Le film commence sur une prise d'otage dans une école pour déficients mentaux. Les criminels sont en couche-culotte, ça part en explosion générale et ça crée une faille vers une dimension parallèle. Amortville, la Tromaville maléfique. Toxie se retrouve switché avec son double maléfique, Noxie, qui prend sa place et terrorise la ville. Et là, on a du Troma pur jus, mais poussé dans ses retranchements les plus trash. On est dans l'outrecuidance absolue, le blasphème visuel, et si vous aimez le cinéma qui ose, vous serez aux anges. Alors, c'est vulgaire, c'est ignoble, mais c'est drôle, et c'est ce qui fait que beaucoup de fans, moi y compris, considèrent que cet épisode, c'est le meilleur après l'original. Bref, c'est un retour fracassant qui redonne à Troma un vrai souffle nouveau au tout début des années 2000. Et voilà pour la saga Toxie. Côté film, on a eu droit à 4 épisodes en tout, chacun plus improbable que le précédent. Alors, avant le reboot, Toxie n'est pas revenu au cinéma, on n'a pas eu de 5e Toxic Avenger, mais figurez-vous qu'au milieu des années 2000, il a fait un retour en mode comédie musicale. Alors oui, vous avez bien entendu, on va maintenant parler de Toxic Avenger The Musical. Alors ça, c'est un projet qui paraît totalement improbable, mais qui, en vrai, colle parfaitement à l'esprit Troma, puisqu'on a du punk, du gore cartoonesque, de la parodie et une liberté totale. La première version est montée aux États-Unis en 2008 avec un livret signé Joe DiPietro et une musique composée par David Bryan, qui n'est autre que le claviériste de Bon Jovi. Et le spectacle marche tellement bien qu'il va même finir par traverser l'Atlantique. Et moi, j'ai eu la chance d'aller le voir à Londres en 2017 et franchement, c'était trop bien. Imaginez une petite salle pleine à craquer, une énergie de dingue sur la scène et une version complètement barrée de l'histoire de Toxie. On suit toujours Melvin, le loser de Tromaville, qui tombe dans des déchets toxiques et se transforme en justicier difforme. Mais cette fois, le tout est raconté avec des chansons déjantées, des chorégraphies absurdes et un humour qui tape aussi fort que celui du film original. La distribution était réduite à une poignée de comédiens et c'est ça qui rendait le truc encore plus jouissif. On avait un seul mec qui jouait à la fois Toxie et Melvin et le gars était plutôt balèze puisqu'il arrivait à jouer l'empoté et le super-héros badass à la perfection. Et pareil pour tous les autres personnages, chaque comédien jouait plusieurs rôles et ils arrivaient à se changer en quelques secondes en mode Arturo Brachetti et c'était complètement incroyable. Et même les décors étaient hyper impressionnants, on avait des couleurs criardes, des accessoires un peu délirants, ça donnait un espèce d'esprit trash Broadway qui, encore une fois, collait parfaitement à l'esprit Troma. Et la bande originale composée par David Bryan, c'était vraiment du pur plaisir coupable. On avait du metal 80s, des power ballads parodiques et des refrains qui restaient en tête pendant des jours. Bref, c'était trop cool et si vous avez l'occasion de voir cette comédie musicale en live, je vous invite à foncer. Enfin bon, je sais pas si ça passera un jour en France, en vrai j'en doute, je sais pas si ça repassera à Londres, donc si ça vous intéresse, il y a une captation qui est dispo sur YouTube, je vous ai mis un lien dans la description, et vous allez voir, c'est plutôt en très bonne qualité. Donc voilà, pour en revenir à notre sujet principal, Toxic Avenger a fait un tour sur les planches, mais pendant plus de 20 ans, on n'a pas eu de nouveaux films. Alors oui, là, on a le reboot qui pointe enfin le bout de son nez, mais en vrai, ça fait hyper longtemps qu'on en parle. Parce que oui, l'idée d'un remake de Toxic Avenger, ça fait des décennies qu'elle traîne. C'est un projet qui est revenu plein de fois, il a disparu, il est revenu, il s'est réinventé, et c'est un vrai feuilleton hollywoodien. En fait, dès la fin des années 90, on en entendait déjà parler. En 1998, des rumeurs circulent sur une possible adaptation plus grand public. Et quand je dis grand public, c'est vraiment ça. L'idée, c'était de gommer toute la crasse, tout le gore, tout le mauvais goût de l'original pour en faire une sorte de film d'aventure accessible à toute la famille.
Et autant dire que ça aurait été tout l'inverse de l'esprit Trauma. Mais bref, l'idée du remake traîne dans les couloirs d'Hollywood et en 2010, ça devient finalement concret. À ce moment-là, un reboot est officiellement annoncé avec, derrière la caméra, Steve Pink, le gars derrière Hot Tub Time Machine, qui s'appelle aussi chez nous Very Hot Tub ou La Machine à démonter le temps, et je dois dire que moi c'est un film que j'aime beaucoup, enfin c'est un de mes plaisirs coupables, donc quand il y a eu cette annonce, j'étais quand même un peu chaud. On aurait été sur une vibe comédie un peu décalée. Si vous avez vu Hot Tub Time Machine, vous savez que c'est un peu crade par moment, mais quand même, ça n'aurait rien eu à voir avec l'anarchie de Trauma. Parce que sur ce projet aussi, l'idée c'était de faire un film mainstream avec un scénario qui collerait davantage à une version très soft de Toxie. Sur le papier, c'est en marche, mais dans les faits, y a rien qui bouge vraiment. Et puis arrive le mois de mai 2013. Là, c'est le coup de tonnerre. Selon Variety, Arnold Schwarzenegger est en négociation pour jouer dans le reboot. Oui, Schwarzy, le Terminator, il allait jouer dans le remake de Toxic Avenger. Alors pas dans le rôle de Toxie, mais il aurait joué un personnage central, une espèce de mentor ou une figure paternelle qui serait liée à notre héros. Les producteurs, Akiva Goldsman, Richard Saperstein et Michael Benaroya, vendent le projet comme une grande aventure d'action grand public, et à ce moment-là, l'excitation elle est réelle parce que Schwarzenegger venait de quitter la politique et il enchaînait les projets pour faire un comeback au cinéma. On avait The Last Stand, Maggie et forcément Terminator Genesis qui se profilait à l'horizon. L'idée de le voir associé à Trauma, même dans un film un peu édulcoré, ça avait quand même quelque chose de complètement surréaliste. Mais comme souvent à Hollywood, tout a capoté. Comme le projet traînait trop, Schwarzy a fini par se retirer du projet pour se concentrer sur l'infâme Terminator Genesis, et le remake de Toxie est reparti dans les limbes. Et on aurait pu en rester là, mais le projet a continué de muter. En septembre 2016, un nouveau nom sort du chapeau. Conrad Vernon, le co-réalisateur de Sausage Party. Et là, c'est vrai qu'on est déjà plus proche de l'esprit Trauma. Et l'excellente nouvelle, c'est qu'en prime, on aurait eu Guillermo del Toro comme producteur exécutif, ce qui donnait quand même une certaine crédibilité artistique à l'ensemble. Mais encore une fois, rien ne se concrétise. Le projet stagne, il traîne et on commence à se dire que Toxie ne reverra jamais le grand écran. Et puis, nouveau rebondissement en décembre 2018, Legendary Pictures rachète les droits. Et ça, c'est un vrai tournant parce que Legendary, c'est quand même du lourd. Et ça commence à sentir vraiment très très bon puisque dans le deal, on a Kaufman et Hertz qui sont intégrés à l'équipe de production histoire de préserver l'esprit original. Et là, on se dit, ok, peut-être que ça va enfin se faire. Et en mars 2019, on a enfin le nom qui va tout changer, celui de Macon Blair. Parce que Macon Blair, c'est un réalisateur, un scénariste, un comédien, c'est un ancien pote de Jérémy Saulnier, le réal de Blue Ruin et Green Room, et Blair, il s'était déjà fait remarquer avec I Don't Feel at Home in This World Anymore, un film déjà bourré de satire et d'humour absurde. Lloyd Kaufman lui-même encense Blair en disant qu'il est capable de capturer l'essence de Trauma. Et en vrai, ça a quand même l'air d'être le choix parfait, même si, personnellement, j'aurais bien aimé voir ce que Robert Rodriguez aurait pu faire sur ce film. Mais bon, en vrai, Macon Blair, c'est un mec qui est assez barré pour respecter l'esprit de Trauma, et qui est également suffisamment malin pour l'adapter au cinéma moderne. Et le casting va très vite suivre, en novembre 2020, c'est confirmé, Peter Dinklage sera Winston Goose, alias le nouveau Toxie. Et rien que ça, en vrai, ça change la donne, on n'est plus dans le nanar bricolé, on est sur un film avec un vrai acteur qui a été plusieurs fois primé aux Golden Globes et aux Emmy Awards. Et ensuite, les annonces vont s'enchaîner, on a Elijah Wood, on a aussi Kevin Bacon en grand méchant. Donc là, vraiment, ça commence à sentir très 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 bon. Le tournage va se dérouler entre juin et août 2021 en Bulgarie. Et en septembre 2023, le film est projeté au Fantastic Fest. Et là, c'est un carton. On a une standing ovation, on a des critiques enthousiastes, et tout le monde parle d'un retour glorieux à l'esprit Trauma. Et pourtant, après ça, c'est le silence radio. Au lieu de sortir rapidement, le film se retrouve coincé dans une sorte de purgatoire pendant 2 ans. Et pendant ce temps-là, il n'a pas de distributeur et encore moins de date de sortie. En juillet 2024, certaines rumeurs disent même que le film serait impossible à sortir à cause de son contenu jugé trop violent, trop provocateur et trop difficile à marketer dans un monde où les blockbusters doivent plaire à tout le monde. On en vient même à croire que le remake
remake va peut-être devenir un lost media, un film fantôme qu'on n'arrivera jamais à voir, un peu comme le Batgirl qui a été complètement supprimé. Heureusement, en janvier 2025, Cineverse récupère enfin les droits et annonce une sortie en salle pour le 29 août 2025 en version non censurée, classée R pour violence et gore. Après 2 ans d'attente et de frustration, on y est, le film est prêt à envahir les salles. Sauf qu'en France, toujours rien, il n'y a aucune annonce officielle au moment où j'enregistre cette vidéo. Et c'est pour ça que je me suis dit que plutôt que d'attendre encore des mois, j'allais traverser la Manche pour aller le voir. Alors, si vous êtes prêts, on y va. Tu as entendu, Doug? Je pars pour Londres. Et voilà, on y est, me voilà devant le mythique Prince Charles Cinema, prêt à découvrir le remake de Toxic Avenger. Alors je vous le cache pas, j'ai un petit peu la trouille parce qu'avec tout ce que je vous ai raconté, je me pose pas mal de questions sur ce remake. Parce que s'il est resté dans les limbes aussi longtemps, c'est peut-être qu'il y a un problème. Peut-être que faire ce remake de base, c'était une mauvaise idée. Peut-être que celui qu'ils ont fait, il est très mauvais, parce qu'il a quand même mis 2 ans à sortir. En tout cas, je vais voir ça et je vous débriefe juste après. Bon, ça y est, j'ai vu le film et je vais pas tourner autour du pot, j'ai beaucoup aimé. Pour moi, cette nouvelle version, c'est un carton. C'est vraiment une lettre d'amour à l'original de 1984, mais forcément avec une touche un peu plus moderne. C'est pas du trauma à 100%, mais ça y ressemble quand même pas mal. C'est accessible à un nouveau public et ça trahit pas l'esprit trash et satirique du studio de Lloyd Kaufman. L'histoire suit Winston Goose, qui est joué par Peter Dinklage, et Winston, c'est un homme à tout faire modeste. Ça change pas trop. Mais c'est pas un ado comme Melvin. Lui, c'est un veuf, il bosse dans une usine de produits chimiques qui appartient à la puissante corporation BTH. Son patron, c'est un certain Bob Garbinger qui est incarné par Kevin Bacon et on peut voir qu'il a manifestement bien kiffé l'expérience de jouer dans un film d'inspiration trauma puisqu'il s'en donne à cœur joie et qui cabotine à fond les ballons. Winston, c'est aussi presque un papa puisqu'il élève son beau-fils Wade, un ado qui est joué par Jacob Tremblay, qu'on avait pu apercevoir dans The Life of Chuck. C'est un gamin qui est fragile, qui est un peu paumé, et le fait d'avoir ajouté ce personnage, ça apporte au film une petite touche d'émotion à laquelle j'avoue que je m'attendais pas du tout, mais qui, bizarrement, fonctionne plutôt bien. Parce qu'en fait, le fait que notre héros ce soit pas l'archétype du benet et qu'on voit qu'il se démène pour s'occuper d'un ado, ça fait qu'on s'attache davantage à lui. Parce que franchement, moi, Melvin, dans le premier Toxic Avenger, je le trouvais pas spécialement sympa et j'avais pas vraiment d'empathie pour lui. Alors que là, si, puisque Winston, il est quand même un poil naïf, mais c'est pas l'idiot du village. Et ça, je trouve que c'est cool. Mais pas de panique, c'est pas parce qu'il y a des sentiments que le film n'est pas gore, il est toujours trash, et c'est juste que cette nouvelle version de l'histoire de Toxie ajoute quand même pas mal de cœur et d'âme à l'ensemble. Ça se déroule pas à Tromaville, mais presque. La ville s'appelle Sainte Roma's Villa, et en anglais c'est presque pareil, d'autant qu'ils font un petit jeu avec le panneau de la ville qui fait qu'on lit quasiment tout le temps Tromaville. Et bref, dans cette ville, c'est l'apocalypse, le taux de criminalité explose, il y a plein de maladies qui traînent, la pollution est hardcore, et tout ça, c'est causé par la firme BTH et ses déchets toxiques. Donc là, on est en plein dans la critique sociale chère à Trauma, ça critique le capitalisme, le système qui exploite les plus faibles et plus globalement l'injustice sociale. Et dans ce contexte, Winston apprend qu'il a une maladie incurable au cerveau. Il lui reste moins d'1 an à vivre et son assurance refuse de couvrir le traitement, et le problème c'est que son assurance, c'est la même compagnie que celle pour laquelle il bosse, c'est BTH. Alors il va voir Kevin Bacon pour lui demander s'il n'y a pas moyen de l'aider, et celui-ci l'envoie péter. Alors Winston, il est furieux parce qu'il a peur que son ado grandisse sans lui, et du coup, il va faire une mission commando pour aller dans les locaux de BTH et essayer d'y dérober du cash. Et c'est dans ce contexte qu'il va croiser JJ, qui est une lanceuse d'alerte incarnée par Taylor Page, celle qui incarnait la fille d'Axel Foley dans Le Flic de Beverly Hills 4 qui est sorti cette année sur Netflix. Comme elle tente de dénoncer les magouilles de BTH, elle est poursuivie par les hommes de main de Kevin Bacon, et du coup elle va se retrouver à l'usine en même temps que Winston, et c'est lui qui, pas de chance, va se retrouver balancé dans une cuve de déchets toxiques. Là, évidemment, il se transforme en un monstre surpuissant, le Toxic Avenger.
Et son arme fétiche, c'est toujours un balai de serpillière, mais cette fois-ci, il est méchamment radioactif. Avec ça, il se lance dans une croisade contre les méchants, il protège les faibles, et en plus de tout ça, il va tenter de retisser sa relation avec Wade. Et franchement, j'ai trouvé que ça marchait super bien. On a toujours le côté absurde, le côté délire anarchique de Trauma, mais on a en plus une vraie émotion. Ça parle du système de santé, ça parle de l'acceptation de soi, ça parle même de la paternité, mais ça se prend jamais trop au sérieux. Côté casting, Peter Dinklage, il est excellent, bon c'est pas lui tout le temps, parfois c'est juste sa voix, mais il est quand même très bon. Kevin Bacon, en revanche, on l'a dit, il joue un méchant façon cartoon, il en fait vraiment trop, mais comme c'est lui et qu'il a un charisme de malade, et ben ça fonctionne. Et on a aussi Elijah Wood qui joue son frère, le frère du méchant, son bras droit, et qui a un look improbable façon pingouin dans le Batman de Tim Burton, et lui, il est très bon, mais le problème c'est que on le voit pas beaucoup, et franchement j'aurais bien aimé qu'il nous le montre un peu plus, qu'on en apprenne un petit peu plus sur ce personnage, je trouve que son rôle est un peu sous-exploité. Et bon, pour ceux qui avaient peur que ce soit édulcoré, c'est pas le cas, c'est toujours très gore, hyper violent, il y a plein de geysers de sang, de substances en tout genre, des démembrements, et même 2 ou 3 tubs. La plupart des effets spéciaux, c'est des effets pratiques, ils ont été faits à la main comme au bon vieux temps, et ça donne une vraie patine artisanale à l'ensemble. Alors oui, il y a quand même un peu de CGI par-ci par-là, et franchement, la plupart du temps, c'est vraiment pas terrible, mais bon, le côté fake, ça colle quand même bien avec le côté cartoonesque du film. Et bon, il y en a qui vont râler parce que Macon Blair a zappé les moments les plus dérangeants, donc on n'a pas de blagues sur le handicap, on n'a pas d'enfants qui se font renverser en voiture, mais moi, ça me dérange pas, parce que je trouve que même si on a zappé ces trucs les plus irrévérencieux, ça reste quand même très généreux, très gore, et ça conserve l'esprit Trauma. Par contre, on va pas se mentir, c'est loin d'être parfait. On a beaucoup de blagues qui fonctionnent pas, des gags qui flopent, on a un deuxième acte qui est vraiment plombé par des problèmes de rythme, et globalement, je trouve qu'il manque quelque chose. Il manque quelque chose qui ferait que ce film, on s'en souviendra encore dans 10 ans, et je pense pas que ce sera le cas. En fait, peut-être qu'il aurait fallu faire les choses complètement différemment, parce qu'en l'état, ça ressemble beaucoup à l'original, qu'on peut aujourd'hui voir en 4K, et je vois pas vraiment l'intérêt du truc. J'ai bien aimé, mais par exemple, j'aurais préféré voir une adaptation en film de la comédie musicale parce que le scénario était un petit peu différent de celui du premier film, et ça m'aurait bien plu, ça aurait été un truc vraiment différent, avec des acteurs qui chantent et tout. Je sais pas, j'aurais préféré quelque chose de plus différent. Enfin bon, c'est pas parfait, mais en même temps, les 4 premiers films, ils l'étaient pas non plus. Comparé à l'original, ce remake, il est plus cohérent, il est mieux écrit, un peu moins pipi caca, mais rassurez-vous, il y a quand même du pipi caca. Ça reste quand même un truc assez punk qui fait un doigt d'honneur à la bienséance, ça reste un film indépendant qui ose, et le fait d'avoir ajouté un peu d'émotion, même si c'est pas un truc auquel on s'attendait, ça lui donne quand même une vraie identité. Alors les puristes de Trauma trouveront peut-être que c'est trop propre, mais honnêtement, je trouve que c'est une très bonne version moderne de Toxic Avenger, et ça trahit pas du tout l'original. Alors c'est pas le film de l'année, mais c'est loin d'être un désastre, et j'espère quand même qu'il sortira sur grand écran en France, parce que un film aussi punk avec autant de trucs complètement zinzin, ça mérite quand même d'être vu au moins une fois sur grand écran. Et voilà, on vient de traverser ensemble plus de 4 décennies d'aventure de Toxic Avenger, j'espère que ça vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit like, un petit boost ou à vous abonner pour en voir plus des comme ça, et dites-moi en commentaire si vous aimez les 4 premiers films, si vous avez eu la chance comme moi de voir la comédie musicale, si vous avez envie de voir le remake, et surtout, dites-moi si vous avez eu la chance de croiser Tonton Lloyd Kaufman lors d'un de ses passages en France ou ailleurs, et si vous avez des anecdotes, je suis sûr que c'est très intéressant, n'hésitez pas à nous raconter ça en commentaire. Et si vous êtes encore là, il est maintenant temps pour moi de vous remercier d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, et de vous dire à très bientôt, ici ou ailleurs, pour de nouvelles découvertes. C'était vraiment très intéressant. Abonne-toi, c'est trop super de s'abonner. Bisous.